Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Moi, je suis tombé malade à l'âge de 15 ans. J'ai attrapé un virus qui a attaqué ma moelle épinière et ce qui m'a rendu paraplégique. En fait, clairement, c'est le sport qui m'a permis de me reconstruire et puis d'aller de l'avant dans ma vie. J'avais qu'une envie, c'était sortir de mon centre de rééducation et de rebouger. C'est le tennis de table qui m'a permis de reprendre toute mon activité, d'élargir tous mes périmètres d'action et de me développer dans la vie. Pendant longtemps, j'ai fait partie du même club que mon invité, un club omnisport dans la banlieue lyonnaise. Moi, j'encadrais les tout petits, les petits enfants au baby gym, alors que lui, de son côté, littéralement de l'autre côté de la route, lui, il préparait des échéances mondiales et paralympiques. Il est aussi le symbole de la longévité dans le sport de haut niveau, puisqu'il est en équipe de France depuis 2003. Il a participé à 5 éditions des Jeux paralympiques et prépare déjà Los Angeles en 2028. Je suis ravie d'être avec Maxime Thomas aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Maxime. Bonjour Solène. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, mais sans me parler de sport ? Je m'appelle Maxime Thomas, j'ai 41 ans, je suis papa de 2 enfants, entrepreneur dans l'âme et vraiment compétiteur. Je vais avoir du mal à pas parler de sport là. Et parlons-en du coup, est-ce que tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Alors je pratique le paratennis de table, donc le tennis de table, alors je suis en fauteuil roulant, donc je joue en compétition et handisport et valide, donc dans 2 championnats différents depuis que j'ai débuté il y a maintenant 25 ans. En fait, je m'entraîne quasiment qu'avec des personnes valides et puis je fais aussi de la compétition en championnat par équipe de club pour maintenir un niveau compétitif tout au long de l'année. J'ai déjà beaucoup de compétitions handisport qui m'occupent avec des voyages parfois très lointains en Asie, en Amérique, en Europe beaucoup, aussi les compétitions du circuit français, mais j'ai également le circuit français valide avec, on va dire 3 à 4 week-ends par demi-saison où je suis occupé. J'ai un peu limité depuis que j'ai mes enfants parce que ça fait quand même beaucoup de week-ends hors de la maison. Hors de la maison et à faire du ping-pong, et il faut aussi que je m'occupe d'eux. Et alors justement, pour revenir à tes débuts, en fait, toi, t'as commencé par quel sport quand t'étais jeune ? Alors moi, j'ai fait 10 ans de tennis, de 5 à 15 ans. Avant de me retrouver en fauteuil, en fait, c'était le tennis mon sport numéro 1. Et d'ailleurs, tu vois, dans le lieu où on est, qui est ma salle d'entraînement, il y a mon idole de tous les jours qui me regarde à l'entraînement, c'est Roger Federer, et je suis vraiment un féru de tennis. C'est le sport qui m'a inspiré et qui, du coup, m'a permis de développer ma petite structure sportive telle qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, question peut-être bête, mais quand tu t'es retrouvé en fauteuil, pourquoi t'es pas allé sur le paratennis ? Enfin, le tennis fauteuil, du coup, plutôt que... Alors, simplement parce qu'en fait, au bout d'1 an et demi d'hôpital, j'étais quand même très, très affaibli. Et j'ai eu du temps avant de me remuscler, avant de retrouver une condition physique qui m'aurait permis de faire du tennis. Et j'ai eu la chance d'avoir un club de tennis de table handisport juste à côté de chez mes parents. Et c'est comme ça que je suis venu au paratennis de table. On reste sur une raquette, mais... On reste sur une raquette, c'est ça, plus petite, avec d'autres spécificités. Mais sport de raquette, en fait, moi, tu me mets une raquette dans les mains, je suis content et je m'amuse et je suis capable de me débrouiller dans n'importe quelle situation. Et justement, après ces 1 an et demi d'hôpital à pas pouvoir faire grand-chose, quand tu as pu tester le tennis de table en fauteuil, tu te rappelles de ce que tu as ressenti ?
Ah ouais, c'était une libération totale de pouvoir refaire du sport. En fait, clairement, c'est le sport qui m'a permis de me reconstruire et puis d'aller de l'avant dans ma vie. J'avais qu'une envie, c'était sortir de mon centre de rééducation et de rebouger, de refaire du sport. D'ailleurs, au début, j'ai mis très longtemps avant de commencer à retranspirer, retrouver tout le système nerveux sympathique et parasympathique qui se remettait à refonctionner. Et du coup, c'est le tennis de table qui m'a permis de reprendre toute mon activité, d'élargir tous mes périmètres d'action et de me développer dans la vie. Moi, je suis tombé malade à l'âge de 15 ans. J'ai attrapé un virus qui a attaqué ma moelle épinière et ce qui m'a rendu paraplégique. Donc avant la maladie, le sport, ça a occupé quelle partie de ta vie? Ça s'en occupait déjà beaucoup en tant que fan. Ouais. J'étais toujours branché sur le tennis, sur les JO, sur le foot, sur le hand, le rugby. Enfin voilà, j'ai toujours baigné là-dedans, fervent supporter du 15 de France, de toutes les équipes de France et de tous les Français qui concouraient. Et c'était de l'ordre de, je pense, 6 à 8 heures d'entraînement de tennis par semaine. Et tu rêvais un peu de grands tournois? Alors en tennis, on va parler de Roland-Garros, peut-être de Wimbledon Alors, ou... absolument pas. Non, ouais. j'étais juste un joueur. Moi, je suis un joueur jusqu'au bout des ongles, donc j'adorais ça. J'étais collé à l'entraînement dès que je pouvais. J'y allais en vélo. De temps en temps, c'est mon père qui m'a amené, qui venait me rechercher. J'ai toujours adoré me dépenser et puis apprendre. J'ai développé mon ADN. Hein. J'adore la technique. Du coup, apprendre les coups, apprendre les gestuels, apprendre des nouveautés dans le jeu, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et le tennis, c'est un sport de raquette que je partage en famille avec mon parrain, avec mes parents qui m'ont accompagné un petit peu là-dedans. Et c'est surtout que j'adore vraiment les sports de raquette. Tennis de table, tu sens cette libération là, ça y est, enfin tu refais du sport, tu mets un peu de temps à retrouver aussi ce qui fait qu'on aime le sport, donc la sueur, se donner en tout cas à fond, etc. Et comment tu intègres l'équipe de France? Combien de temps se passe en fait entre ta découverte du tennis de table handi et l'équipe de France? Alors déjà, en fait, le club dans lequel j'ai atterri à Moulins-les-Metz avait un joueur qui est rentré des Jeux paralympiques de Sydney en 2000. La première chose que j'ai vue quasiment, c'est une médaille des Jeux. Et je me suis dit que ça pouvait être très très sympa si j'arrivais aussi à réussir. Ça m'a donné un rêve fou de participer moi aussi un jour aux Jeux paralympiques. Je me suis donné les moyens de faire une carrière de sportif de haut niveau, de continuer, de poursuivre mes études. Je suis tombé malade en plein milieu de la seconde, donc en fait, ça a perturbé totalement mon lycée. Mais j'ai toujours essayé de pas perdre de temps, de poursuivre mon avancée et après de pouvoir découvrir l'université avec des études de droit. Le fait d'avoir pu tester le paratennis de table, ça m'a donné un champ de jeu, d'expérimentation, une découverte d'horizon qui m'a totalement ouvert des perspectives dans ma vie et j'ai très vite progressé pour avoir ma première sélection en équipe de France. Dès ma première année de compétition, je suis monté en National 1, qui est le plus haut échelon de compétition handisport en France. Au bout d'un an, en fait, j'étais déjà repéré par le responsable de l'équipe de France handi, qui m'a intégré au groupe Espoir et puis après vite au groupe senior. Après, j'ai continué mes études en même temps. Donc en fait, après ma première sélection, j'ai eu quelques années où je me suis vraiment concentré sur mes études pour aller décrocher mon diplôme. Et c'est là que je suis venu à Lyon et que j'y vis maintenant depuis plus de 20 ans. Et que tu as trouvé un autre club et que voilà, j'ai changé de club. En fait, ça s'est fait très naturellement. Tu te souviens de ta première compétition en équipe de France, justement? Ah bah oui, je m'en souviens très très bien. C'est quelque chose de marquant. En plus, j'ai eu la chance d'être associé à une équipe qui a gagné le titre au championnat d'Europe. Alors moi, j'étais le petit jeune qui arrivait. Ils m'ont fait confiance en me faisant rentrer sur quelques matchs. Mais voilà, ça m'a permis de goûter aux émotions d'une première Marseillaise. Et c'est quelque chose qui s'oublie pas. C'est d'une puissance incroyable.
dès ma première compétition, je vais en quart de finale du toute catégorie au championnat d'Europe, en battant des anciens très grands joueurs. Et clairement, en fait, je me suis éclaté. Je me suis dit, OK, alors là, on m'a mis l'eau à la bouche. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et c'est vrai que, en fait, très vite, je suis passé d'un entraînement par semaine à 2 à 3 entraînements. L'année suivante, j'étais déjà à 5. Et puis après cette sélection en équipe de France, je suis passé à 10. Je m'entraînais avant d'aller à la fac. Je m'entraînais dès que j'avais fini en rentrant le soir. Mon père venait me chercher parce que j'avais pas encore le permis à l'époque. Vers 10-11 heures à l'entraînement, j'enchaînais des matchs de tous les côtés. Non, je me suis vraiment donné. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de très vite progresser et exploser dès lors que j'ai mis vraiment les moyens dans ma carrière sportive. En fait, une fois que j'ai terminé mes études de droit, que j'ai eu mon master, j'ai poursuivi par un doctorat en droit. Mais dès la première année de mon doctorat, je me suis dit, allez, je tente la qualif pour les Jeux. J'étais pas programmé pour les Jeux de Pékin. Et en 2007, en fait, je passe de la 42e place mondiale à la 4e place mondiale sur une saison. Je fais une saison de fou dès les premiers tournois. Oui, donc la sélection devient un peu évidente, quoi. Ouais, dès les premiers tournois, je bats les Chinois, je bats les meilleurs Européens et je fais ma place. Et du coup, ça m'a permis de lancer vraiment ma carrière. Alors pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016, j'arrive dans un contexte explosif, on va dire. Après les Jeux paralympiques de Londres, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, à plein de niveaux différents, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sportif, au niveau familial. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec mon mariage, avec l'arrivée de mon premier enfant, avec une insertion professionnelle aussi au sein d'un groupe rhône-alpin qui m'a permis de grandir et de débuter professionnellement en tant que juriste et en charge d'internaliser un service juridique dans l'entreprise, de gérer une cinquantaine de sociétés sur tout le volet droit des affaires, droit immobilier, droit des sociétés, donc quelque chose de costaud, partagé avec ma carrière sportive, donc avec un détachement de mon temps de travail, avec un employeur qui a renversé toutes les problématiques pour pouvoir m'accueillir. Du coup, super challengeant, hyper intéressant, mais très très énergivore, avec des choix forts aussi dans ma carrière sportive, avec beaucoup de déplacements, de périodes de préparation très très intenses où je faisais de la route pour aller m'entraîner au Crêpes de Boulouris Saint-Raphaël avec un de mes entraîneurs d'équipe de France. Globalement, pour préparer ces Jeux sur l'année 2016, j'étais parti 3 semaines par mois avec une petite en bas âge qui avait à peine 1 an, avec ma femme qui devait gérer tout ça, pas forcément évident avec la fatigue, avec le job aussi et une année un peu de transition où il m'avait vraiment laissé 9 mois de dispo pour préparer ces Jeux. En fait, je les ai préparés en mode commando, mais plusieurs fois dans l'année, j'étais à la limite de l'explosion totale, du burn-out. Et ça a été une année hyper chargée à tout point de vue, en fait. Et ce jour particulier de septembre 2007, ça a été un peu le condensé de tout ça. Donc, sur une journée, je suis passé vraiment par toutes les émotions. Parce que quand tu dis tu prépares ces Jeux en mode commando, c'est parce que les 2 dernières Paralympiades que tu as vécues t'ont laissé un goût amer ou qu'est-ce que tu vas chercher en fait quand tu arrives au Brésil? Alors non, les 2 Paralympiades que j'ai vécues, elles m'ont pas laissé un goût amer parce que à Pékin, pour mes premiers Jeux, je ramène une médaille avec mes coéquipiers Christophe Durand, mon coéquipier de club, et puis Aymeric Martin. Donc ça a été une expérience juste incroyable pour mes premiers Jeux. La démesure du tennis de table dans le temple à Pékin, ouais. C'est quelque chose d'incroyable, d'inimaginable, et je sais la chance que j'ai de l'avoir vécu. À Londres, je vis une compétition où je suis plus le petit jeune qui arrive, je suis le leader de l'équipe, ce qui fait que mon statut change, les attentes changent aussi énormément. En individuel, je termine 4e. Donc la pire place, je joue un match pour la médaille de bronze où je gagne le premier set et après je prends le bouillon sur mon adversaire. À l'époque, il n'y avait pas de 2 personnes sur la 3e place ? Non.
Ah oui, parce que Ah non. maintenant, le match, plus trop de matchs pour la médaille de bronze. Exactement. Depuis les Jeux de Tokyo, Ok, il y a il y a 2 médailles de bronze en Ouais, fait c'est pour ça. les 2 demi-finalistes. Ok, mais à Mais l'époque, il y avait avant, pas. Ok. le circuit a énormément évolué. Mm. Avant, il y avait une compétition toute catégorie qui n'existe plus maintenant, qui était juste géniale, un peu comme ce qui se passe en judo. Et il y avait également un match pour la médaille de bronze. Donc ce match-là, c'était une deuxième finale, quoi. Et une deuxième finale avec une amplitude émotionnelle encore plus forte parce que c'était soit quasi le Graal avec la médaille, soit Rien du tout. l'enfer avec rien du tout, et puis juste une médaille en chocolat, quoi. Et j'ai vécu Cette médaille en chocolat. cette émotion-là, cette médaille en chocolat. Je suis très gourmand, mais là, pour le coup, je l'ai pas vraiment apprécié. Et ça a été une grosse blessure dans ma carrière sportive d'être favori pour cette médaille et puis d'échouer au pied du podium, en fait. Ce contexte-là m'a amené à évoluer grandement dans cette même compétition des Jeux paralympiques de Londres 2012. J'ai mon entraîneur de l'époque qui est venu me voir pour me dire stop, maintenant en fait t'arrêtes de te concentrer comme un malade, tu te détends, tu profites, tu prends l'énergie de la salle, tu te lâches. Je veux te voir comme un guerrier à l'entraînement, comme t'es en permanence. Donc joue, lâche-toi et arrête de te mettre la pression. Et sur la compétition par équipe, je suis totalement survolté. Je change plein de routines de préparation de match. Et en fait, je suis invaincu de la compétition par équipe. On décroche une médaille de bronze tous ensemble. Mais là, pour le coup, mon statut a changé. Je suis plus le petit jeune qui arrive et qui suit les anciens qui ouvrent la voie. Là, c'est moi qui ouvre la voie et ça m'a permis de continuer ma construction. Le contexte fait que j'arrive au jeu à Rio avec tout le passif que je viens de décrire. Et mais pas de médaille individuelle. surtout, je me retrouve dans la même situation que 4 ans auparavant, à jouer un match pour la médaille de bronze, alors qu'en demi-finale, j'ai eu une balle de match que mon adversaire a sauvée. Donc, je vis une compétition, on va dire, de folie, quoi. En plus, c'est la seule médaille que j'ai pas encore accrochée à mon palmarès, la médaille individuelle aux Jeux paralympiques. Donc, voilà, il y a quand même une somme de pression colossale Ouais, et puis surtout la peur du vide, quoi, et de refaire la même chose qu'il y a 4 ans. Il y a encore une médaille à aller chercher, donc en fait, on pense qu'à ça, mais par le poids, la pression de cette médaille, elle est gigantesque et doublement gigantesque parce que 4 ans auparavant, je suis dans la même situation, quoi. Et sur ce jour en particulier, en fait, avec ma femme Amélie, on décide bien avant les Jeux de Rio qu'elle viendra à cette date-là. Et que potentiellement, c'est la date où je peux aller chercher une médaille. Donc elle vient déjà, pas pour la phase d'avant. non, elle vient pas Elle vient pour la pour la phase d'avant médaille. parce qu'on a une petite fille d'1 an et demi à la maison, que j'étais beaucoup absent. Enfin, il y a beaucoup de paramètres à gérer et en plus, ça fait un gros budget. Donc, on avait vraiment optimisé le déplacement pour qu'elle soit là sur le dernier jour des simples et sur la compétition par équipe. Et sur ces derniers jours de simple, du coup, contrat rempli, j'avais quand même déjà une grosse pression avant d'être encore en lice pour son arrivée. Elle arrive juste le jour où potentiellement je lui fais revivre la même situation que 4 ans auparavant, Mais c'était avec moins le loin, Londres, quoi. traumatisme de Londres, avec le déplacement, avec l'éloignement familial. C'était la première fois qu'elle laissait sa petite fille et moi je l'ai laissée quasiment toute l'année. Donc, Sur cette journée-là, toi tu sais qu'elle est là, ta femme, mais est-ce que tu la vois ou t'es vraiment dans ta bulle village olympique, Alors, je me déplace avec l'équipe et on se verra plus tard parce que là il y a c'est ça. une concentration. Eh ben en fait, j'étais totalement dans ce mood-là. J'ai d'ailleurs très mal dormi la veille. Je sais même pas si on peut appeler ça dormir. J'ai dû somnoler quelques heures avant de me réveiller. Je me souviens très bien de mon état de tension au réveil. Je savais qu'elle arrivait à l'aéroport. Donc on échange des petits messages, savoir si elle est bien arrivée, si elle a pu rejoindre son hôtel. Et là, je vais discuter avec un de mes amis coéquipiers dans l'équipe. Je lui dis, écoute, Flo, là, je sais pas quoi faire, je suis paumé. Et là, il m'a dit, écoute, mec, lâche-toi.
change quelque chose par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Je serais jamais allé la voir sans cette discussion avec lui et j'ai totalement bouleversé ma routine de préparation de match où je l'ai rejoint juste à côté de la salle où on avait la compétition pour déjeuner avec elle au restaurant. J'ai passé un super moment, ça m'a vraiment relâché, ça m'a détendu, elle était hyper fatiguée. Du coup, en fait, juste de la retrouver après plusieurs semaines de séparation, de pouvoir échanger sur comment allait notre petite, Oui, et parler de la autre chose même famille, que de du parler ping, autre quoi, chose en que fait. de... Exactement, de parler de totalement autre chose. C'est quelque chose que du coup j'ai osé faire, mais qui était totalement impensable et ça fait partie de mon cheminement depuis Londres en fait, où je m'étais ouvert à une autre dimension de préparation, beaucoup plus relax, parce que le boulot en fait il est déjà fait, donc j'avais pas besoin de le poursuivre encore au-delà de ce qu'il était nécessaire. Ouais, ça a été une libération pour moi de changer, de sortir dans le cadre hyper rigide dans lequel je m'étais enfermé alors que ça me correspond pas du tout. J'aime beaucoup la liberté, j'aime beaucoup pouvoir créer, pouvoir faire des choses. Et là, ça m'a permis de renouer vraiment avec Surtout, moi-même, quoi. si on se remémore ce que t'as dit il y a quelques minutes, en fait, t'as passé 9 mois hyper focus à passer 3 semaines par mois en dehors de chez toi, à pas voir ta famille et à être totalement dans cette bulle paralympique à fond parce qu'il y a l'objectif, donc ça se comprend, mais en même temps, et bah là, t'avais besoin d'air, quoi, à ce moment-là, et il arrive aussi peut-être au meilleur moment, tu vois, Exactement. percer la bulle, quoi. J'avais besoin d'oxygène et vraiment sans cette discussion, après je suis allé voir mon coach, je lui ai dit est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Il m'a dit oui, c'est une super idée, vas-y. C'était un appel d'air énorme juste avant de préparer mon match. En même temps, j'avais le temps, je jouais en milieu d'après-midi et j'ai pu me préparer et du coup pas perdre d'énergie bêtement à ronger mon frein, de me dire faut que je gagne ce match et à le jouer une centaine de fois dans ma tête, quoi. Je suis arrivé totalement relâché et en fait juste avant j'ai un de mes meilleurs amis qui m'envoie un message, un long message qui te met des larmes aux yeux et qui te fait pleurer, ou en substance il me dit écoute mec, t'en as bavé cette année, tu t'es donné comme jamais, t'as fait des sacrifices de malade, t'es prêt, t'es passé par des moments hyper difficiles, mais t'es le plus fort et on t'aime. Et ça m'a fait pleurer, mais ça a fini le travail en fait de me relâcher, de m'ouvrir, de me connecter avec ma famille, mes amis. Et quand je suis rentré dans cette arène, la première chose que j'ai vue en fait, et c'est souvent ce qu'on fait, on recherche nos proches dans les tribunes. J'avais ma femme juste en face de ma table, en pleurs complets. Ça avait même pas commencé. Ça avait pas commencé, mais je pense qu'en fait, c'était les nerfs qui lâchaient complètement avec ce qu'on avait vécu 4 ans auparavant, avec la fatigue du voyage. J'avais lâché tous mes miles pour la surclasser, pour la faire venir. Elle avait pas profité du tout du voyage parce qu'elle était encadrée par deux bonhommes qui, du coup, prenaient beaucoup de place et elle était fatiguée, elle avait pas dormi. C'était la première fois qu'elle quittait notre fille. Il y avait le décalage horaire, il y avait le stress, il y avait... Voilà, c'était cumulé. Elle était vraiment en larmes dans les tribunes. Et je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Ça m'a fait rire, ça m'a donné le sourire et ça m'a survolté. Et en fait, je joue un match comme rarement j'en ai joué, en dominant de la tête et des épaules. Et, j'ai pas été mené un seul point en 3-7, quoi. Je gagne 3-0, rouleau compresseur. Je fais vivre à mon adversaire qui était champion du monde en titre. Ouais. Un calvaire. Je lui ai fait vivre pire que ce que j'ai vécu 4 ans auparavant. Et en fait, avant ce match-là, j'ai eu 2 jours et demi d'attente entre ma demi-finale perdue et ce match-là. Donc ça rajoute encore. Et je me dis pendant tout le match, il est pas prêt à ça. Moi, je l'ai déjà vécu et je vais lui montrer ce que c'est. Et en fait, il passe pas, quoi. Quasiment à chaque point, je regarde ma femme. Je suis dans un état de transe, il y a aucun moment de pendant flow le match, total, quoi. il y a aucun moment pendant le match où tu doutes que ça puisse se renverser. T'es sûr de ce que tu fais? Non, je suis dans le combat permanent de continuer à lui mettre la tête sous l'eau, à
point par point continuer à ce qui s'effondre, et mentalement en fait j'avais l'emprise sur le match, et en plus j'ai développé un jeu pour lequel j'étais pas forcément préparé, mais qui était pile poil ce qu'il fallait que je fasse, de manière hyper instinctive et un peu travaillée, parce qu'à l'époque j'avais travaillé la vidéo avec Christophe Durand, mon coéquipier, qui était coach en équipe de France aussi. On était allé chez lui pour faire un peu de visionnage, et on avait préparé les plans de jeu sur tous les adversaires principaux que j'allais pouvoir rencontrer, et en fait tout s'est mis en musique tout seul. C'était un moment de plénitude hyper intense que j'ai retrouvé depuis, et que je vis quand même de temps en temps, mais celui-là, je pense qu'il était particulièrement puissant de par tout le contexte et tout ce que j'avais vécu, et tout le cheminement pour en arriver là. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de la balle de match, quand ça y est, enfin, c'est gravé dans le marbre, tu gagnes, quoi? Alors déjà, c'est l'euphorie totale. Donc franchement, mon cerveau, moi, quand je joue un match, tu me demandes ce que j'ai fait, je vais pouvoir te ressortir 2-3 trucs, mais globalement, je suis tellement dans l'instinct que je me souviens rarement de toute la physionomie du match. Et là, j'étais dans un tel état de flow que je me souviens de la puissance de l'émotion, de la libération, de la joie immense. Et en une fraction de seconde, il y a plein d'images qui reviennent dans ta tête. Là, la première, c'est de voir la naissance de ma fille. En fait, j'ai plein de sensations qui sont revenues d'un coup. C'est juste incroyable. C'est hyper difficile à décrire, des sensations que j'avais ancrées en moi, je sais pas, les premières courses que j'ai fait au supermarché après la naissance, pendant que ma femme était à maternité, où je voyais le visage de ma petite fille. Et en fait, c'est plein de choses comme ça, voir ma femme en larmes pour le coup de joie dans les tribunes, voir tout le clan français survolter. Je revoyais mon premier entraîneur, je revoyais tout ce par quoi je suis passé, mon papa, ma maman, ma sœur, mes amis, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai galéré. J'ai rien lâché du tout sur ces 4 ans de préparation entre Londres et Rio. Et surtout sur cette dernière année de prépa commando, il y a tout qui revient d'un coup, et ça te submerge totalement. Ouais. Donc c'est de la joie, c'est de la libération, du soulagement, beaucoup de soulagement, parce que la pression de la médaille, elle est toujours énorme, parce que tu sais que tu joues pour la France, ça, de là va dépendre le tableau, le classement des médailles au général. Donc voilà, il n'y a pas que mes intérêts perso. À ça, au tableau des médailles, tu vois, moi, dans ma tête, c'était vraiment qu'un truc de fan de sport et Ouais, c'est un truc de fan de sport, de journaliste, ouais. Et c'est un truc de fédération et de dirigeants donc en d'équipe. fait, tu l'as forcément en tête, quoi. Et en fait, à Londres, j'avais ressenti au travers le discours du staff d'équipe de France que j'étais le dernier joueur en lice. Le bilan français, c'était plein de 4e place. J'avais une pression énorme sur les épaules, quoi, de potentiellement finir sur une bonne note, avec une médaille, avec un soulagement. Et je pense que ça m'avait dépassé à l'époque, parce que j'étais pas encore prêt, avec aussi peu d'expérience du très haut niveau, à gérer ça. J'avais réussi à le gérer sur la compétition d'après, mais une nuit blanche sans dormir, une bonne discussion avec mon entraîneur et puis avec ma famille pour me remettre d'aplomb pour la compétition par équipe. Et donc ensuite, l'euphorie et le chemin vers le podium. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens quand tu roules sur cette 3e place? Alors, ouais. Le chemin vers le podium, depuis mes premiers podiums et mes premiers jeux, et des paroles de Chris qui me dit savoure cet instant au ralenti, parce que tu verras, il défile à une vitesse folle, et ancre tout ça dans ta mémoire. Et en fait, depuis, j'applique toujours ça pour chaque podium, parce que c'est des instants rares, parce que c'est de condenser de milliers d'heures d'entraînement, d'investissement, d'efforts, d'années, qui sont résumés en quelques secondes où tu montes sur un podium, où on décerne une médaille, et puis la médaille aux Jeux paralympiques.
c'est la plus belle médaille qu'on puisse avoir, qu'on puisse rêver. Donc j'en ai profité, j'ai savouré pleinement. C'est un instant de légèreté ultime. Tu vraiment. crois que les émotions que tu as vécues ce jour-là, tu les as revécues à un moment dans ta carrière, ou il n'y a rien qui a dépassé ça? Je les ai revécues à un niveau d'intensité un peu moindre. Là, je crois que c'était vraiment le sommet en termes d'intensité. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et je suis toujours en quête, en chasse de nouvelles émotions, de nouvelles médailles. Et d'ailleurs, j'interviens assez souvent au milieu scolaire, et je dis à tous les enfants que la médaille, en définitive, c'est qu'un bout de métal. Le plus important pour moi, c'est vraiment toutes les émotions et tout ce que j'ai vécu et le cheminement avec toutes les personnes qui m'accompagnent. Parce que derrière ma performance, en fait, il y a déjà une équipe de plus d'une dizaine de personnes. Il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a mes parents, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a tous mes partenaires. Il y a mon club, il y a énormément de monde derrière tout ça. Tu parlais de longévité, oui, c'est vrai que mine de rien, je commence à prendre peur de me dire ça fait 25 ans que je fais ça. Là, t'es plus j'ai toujours la même motivation. L'ancien de l'équipe maintenant. Et ouais, je suis passé en mode ancien de l'équipe avec une jeune génération d'une vingtaine d'années. On n'a pas du tout les mêmes codes, on n'a pas du tout le même langage, la même vision des choses, du sport. Et en fait, je passe de plus en plus dans la transmission, tout en restant opérationnel et en mesure d'aller chercher encore de belles médailles. Là, déjà prochainement, j'espère au championnat du monde en 2026, aux Jeux en 2028, pourquoi pas à Brisbane en 2032. En fait, c'est plus un questionnement pour moi de me dire allez, j'ai fait mon temps, je veux passer à autre chose. En fait, là, je vis une période de ma carrière où je découvre encore plus de choses qu'avant. Cette compétition-là, cette 3e place, cette première médaille individuelle aux Jeux, qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite que tu peux encore utiliser aujourd'hui, tu vois? Ça m'a appris à juste me respecter. Ça m'a appris énormément de choses sur moi, et ça a été fondateur de tout le travail que j'ai effectué depuis 2017, depuis que j'ai rencontré ma psychologue du sport qui s'occupe de moi. On a fait un travail de libération, en fait. Ça a été vraiment un événement fondateur de ok, je quitte tous les enfermements dans lesquels je me suis mis, dans lesquels on m'a mis, et je crée ma propre structure, je crée ma propre histoire. C'était quoi je ces me freins? libère de plein de choses. C'est des freins qui ont trait à l'obligation de résultat, à la pression des médailles, à la pression d'un statut où on te voit comme un des tout meilleurs joueurs du monde, mais tu gagnes pas tout le temps. On attend vraiment que tu gagnes en permanence, et c'est pas forcément évident à gérer. C'est un enfermement dans certains secteurs de jeu qui me correspondent pas, et pour lesquels le travail se poursuit encore à l'heure actuelle, à me libérer de plein de chaînes, en fait, que j'ai accumulées tout au long de ma carrière, en fait. Tous les discours négatifs que j'ai pu entendre à certains moments, en fait, c'est des choses qui te marquent en tant qu'athlète, dont le staff est pas forcément conscient, des paroles parfois anodines, et puis suivant la personne qui les reçoit, en fait, elles peuvent être ancrées au fer rouge, et c'est vrai dans n'importe quel aspect de la vie d'ailleurs, mais pour un sportif de haut niveau, c'est souvent encore plus profond, parce qu'on cherche vraiment la performance en permanence. On va chercher le moindre petit détail pour faire la différence. Ça a des répercussions énormes dans tous les aspects de ma vie, y compris l'aspect le plus important, ma vie de famille. D'arriver à me libérer, de me dire ok, là je passe du temps avec mes enfants, je suis pleinement avec eux, je suis en disponibilité mentale, physique
Je suis pas juste leur papa présent physiquement avec eux, mais mentalement sur ma prochaine compétition ou mes relations avec mes partenaires ou ma la défaite communication qui ou nous la prend la défaite tête, qui rumine ou voilà, c'est plein de choses comme ça en fait qui s'agrègent, qui se cumulent et ça c'est pas évident à gérer et clairement ce moment-là vraiment de ma carrière, il est hyper important parce que je passe proche d'une très belle chose en individuel avec potentiellement une balle pour accéder en finale. J'ai réussi à décrocher ma première médaille individuelle aux Jeux paralympiques. Derrière, en fait, c'est la catastrophe dans la compétition par équipe où on était tête de série, on perd dès le premier tour sur la Chine de Taïwan. C'est un calvaire avec mes coéquipiers alors que la compétition par équipe, c'est une des plus belles à pouvoir jouer, surtout dans un sport individuel, de retrouver vraiment une dimension collective. C'est quelque chose d'énorme et les médailles en par équipe, elles ont une saveur vraiment toute particulière. Derrière, en fait, je fais des choix de vie forts. Je me rends compte que pendant 1 an et demi, j'ai jamais été récupérer ma fille chez sa nounou. Sur la semaine après les Jeux, où je suis en vacances pour récupérer. Et de là, en fait, je me dis que je fais totalement fausse route, en fait, que mon objectif numéro 1, c'était ma carrière sportive. Et que non, mon objectif numéro 1, c'est ma famille. Et en 2, ma carrière sportive. Et du coup, ma carrière professionnelle, elle est passée au 3e plan. Et je fais des choix forts de quitter un emploi, de quitter une entreprise qui m'a fait confiance aussi et de rebâtir quelque chose d'autre pour me permettre d'aller chercher à l'époque une médaille d'or aux Jeux de Tokyo. C'est ma quête ultime en fait là maintenant d'aller chercher une médaille d'or aux Jeux, d'aller chercher une médaille d'or aussi en individuel au championnat du monde. Sur Paris, on a tous vécu, en tant que supporter, des jeux grandioses. En tant qu'athlète, il y a encore un autre aspect dans cette façon de vivre ces jeux à domicile. Et pour toi, qui rentre bredouille, j'ai envie de dire, il y a aussi peut-être encore autre chose. Est-ce que toute cette prépa mentale, justement, de revoir ses objectifs, ça t'a aidé à te remettre aussi plus facilement de Paris ? Clairement, en fait, dans ma vie, je me suis pris 2 murs à pleine vitesse. C'était quand j'ai été récupérer ma fille chez la nounou après les Jeux de Rio où là, ça m'a... Elle t'a demandé qui c'était ? Moi, elle m'a toujours fait comprendre que pendant 2 jours, quand je rentrais de déplacement, j'existais pas. Et puis après c'était bon. Non, mais ça m'a permis déjà de changer des choses parce qu'après, on a un deuxième petit habitant qui est arrivé dans le foyer avec un petit gars et pour lequel je me suis dit que je reproduis pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre avec sa sœur. Et on a développé une relation totalement différente. La période Covid m'a permis de renouer avec ma fille parce que je m'en suis énormément occupé pendant cette période-là. Et bon, je pense que ça a rattrapé un petit peu l'éloignement des premières années. Donc ça a été le premier mur que j'ai pris. Le deuxième, c'est à Paris parce que j'ai jamais été aussi bien préparé. Et j'avais jamais eu un tel niveau de jeu que pour Paris. J'avais vraiment fait tout ce que je pouvais, tout ce qu'il fallait avec mon équipe. Et ça a été une déception immense de pas réussir à aller décrocher le titre. Je vais même pas dire une médaille parce que je cherche vraiment le titre. Ça m'a permis de me rendre compte que même si j'avais combattu beaucoup d'enfermement, j'avais encore beaucoup de libération à effectuer. Et je pense que j'arrive au bout de mon travail, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est plus de 8 ans d'accompagnement et de travail d'introspection, de renouvellement, d'évolution en permanence pour juste me permettre de quitter plein de choses qui viennent contrebalancer ma performance. Quoi. Puis le mur de Paris, il est peut-être aussi un peu différent dans le sens où il y avait tout le monde qui était là. Enfin, là, cette fois, il n'y a pas de billets d'avion. Ils sont là. C'est ça. Mais tu parlais des jeux aussi bien olympiques que paralympiques qui étaient grandioses pour les spectateurs, mais pour les athlètes aussi. Ils étaient vraiment grandioses. Je pense que c'est pour l'instant, et à mon avis, ça ne sera pas égalé, mes plus beaux souvenirs de jeux, de par les infrastructures, de par l'ambiance incroyable, de par les spectateurs, la salle était comble, on avait plus de 6000 personnes en permanence. Moi j'ai essayé de venir et il y avait plus de place. Non, mais c'est une ambiance de folie.
en paratennis de table, d'entendre ton nom scandé par 6000 personnes, en fait, ça met juste la chair de poule. C'est quelque chose qui est ancré en moi et qui est juste incroyable. J'ai vécu des émotions hyper fortes dans mes victoires au premier tour en simple, en double. Des émotions hyper fortes dans l'autre sens avec mes éliminations en quart de finale en simple, en double. Mais je regrette pas. Et cette défaite en quart de finale en simple, notamment, elle est hyper fondatrice pour moi de là tout le travail que j'ai effectué depuis le retour de Paris. Donc depuis un an, et ça me permet de continuer à avancer dans ma carrière avec des objectifs renouvelés, avec une évolution et encore plus de liberté dans tout ce que je fais. Moi, la tristesse, la plus grande tristesse, je pense que c'était après mon quart de finale à Paris. Clairement, oui, c'est mon fils en larmes, c'est toute ma famille, mes amis totalement dépités. J'en étais même gêné parce que je sentais que voilà, ils savaient pas comment faire, où se mettre, alors qu'en fait, moi, c'est ma vie de sportif. On gagne, on perd, ça fait partie du sport de haut niveau. Mais oui, grande tristesse de pas ramener une médaille à mes enfants, et puis de pas avoir réussi à ramener cette médaille pour laquelle je m'étais tant préparé avec mon équipe. Donc ouais, hyper triste, hyper profond. La joie. Bon bah, je crois qu'on en a beaucoup parlé. Mais ma joie quand même la plus immense, c'est la venue au monde de mes loulous. Encore plus que le sport. Ça transcende largement les joies sportives. C'est là où tu vois que tes priorités, elles ont changé aussi. Oui, mais même à l'époque, une naissance, c'est quelque chose d'incroyable. Tu peux même pas comparer ça avec une médaille ou une première Marseillaise ou quoi que ce soit. Ça transcende tout. Après, au niveau sportif, la joie, on en a beaucoup. J'en ai aussi au quotidien avec toute mon équipe à l'entraînement sur des moments de vie qu'on passe ensemble qui sont remplis de joie. Là, pour le coup, c'est une émotion qui m'anime quasiment en permanence. Je suis toujours de bonne humeur, le sourire, à faire des petites blagues. Voilà, tu vois, j'ai même pas pu m'empêcher de t'en faire une alors que on se connaît pas tant. Tu parlais justement de tout ce que tu mets en place maintenant pour aller à Los Angeles bien préparé, etc. Comment ça se traduit? Parce que du coup, il y a eu ce mur que tu as pris il y a un an à Paris. Comment derrière ça, tu te relèves pour dire « Ok, je suis prêt à y retourner, à repartir dans un cycle de 4 ans pour Los Angeles et peut-être un cycle encore plus loin avec Brisbane en 2032 ». Alors, je me relève immédiatement. Je me souviens de mon interview d'après-match, juste quelques secondes après avoir perdu, où je suis déjà focus sur Los Angeles. Pas besoin d'en discuter en famille, c'était déjà acté. Ouais, et puis je suis un guerrier depuis tellement d'années qu'en fait, j'ai l'habitude de gagner, de perdre. Et après une défaite, on pense au match suivant et à la victoire suivante. Enfin, ça m'a pris quelques secondes avant de me remobiliser. Après, il y a tout le travail d'analyse et de remise en question qui s'est déclenché hyper rapidement aussi. Ce qui fait que tout de suite, j'ai été dans la construction, dans la reconstruction, dans OK, qu'est-ce que j'ai loupé? Je peux rien enlever à ma préparation parce qu'elle était vraiment top dans tous les secteurs. Mais je me suis rendu compte que je jouais que dans une seule dimension. Je suis dans l'instinct permanent, je suis dans la création, je suis dans la technique, je suis dans le feeling. Il me manquait une dimension du jeu que j'ai jamais été amené à explorer autrement que par mes qualités intrinsèques. Toute la dimension tactique, stratégique du jeu que je commençais à effleurer un petit peu, mais toujours conçu selon mon modèle et avec un esprit toujours tourné vers moi en fait, et pas tant rationalisé sur
les forces et les faiblesses de l'autre. Et ce qui fait que là, depuis 1 an, je travaille avec Guy Tisserand en renforcement sur cette dimension-là. Avec qui j'ai fait un épisode, donc je le mettrai en description. Voilà, avec qui tu as fait un épisode qui m'aide à m'ouvrir sur cette dimension-là. Alors, c'est pas une dimension qui m'est totalement étrangère, mais c'est quelque chose que j'ai toujours abordé à ma manière. Beaucoup de feeling de technicien et je me suis souvent sorti de situations compliquées dans les matchs grâce à ces qualités-là. Ce qui a fait que, en fait, j'ai jamais tant développé le duel psychologique autre que le bras de fer pur et dur, combat physique, combat technique. Là, je vais aller chercher d'autres choses et ça m'ouvre un champ de jeu, d'expérimentation incroyable. Et là, pas plus tard que en début de semaine à l'entraînement, on a fait des choix forts avec les armes que j'ai. En fait, j'en ai développé beaucoup. Maintenant, en fait, on choisit de base celles que je vais utiliser. Je les utilisais un peu toutes dans un match, sauf que c'était pas forcément la meilleure alchimie et le bon dosage. Et là, en fait, j'apprends à faire des choix, je vais dire, un petit peu plus marqués, plus intelligents et qui s'adaptent mieux à l'opposition que j'ai en face de moi. Et pour ça, il faut aussi que tu sois prêt mentalement à travailler sur d'autres choses. Parce que du coup, tu fais un peu les montagnes russes en termes de résultats, alors que tu as toujours un très bon niveau, mais du coup, vu que tu remets en question un peu tout ce que tu sais déjà, exactement. C'est compliqué. Là, pour essayer de schématiser simplement, j'ai quasiment en une saison inversé tous mes choix. C'est-à-dire que les choix que je faisais en numéro 1, maintenant, en fait, c'est mes deuxième ou troisième choix. Et je vais choisir d'autres secteurs de jeu. Et maintenant, j'arrive de plus en plus à jouer avec ça. Et au final, là, tu vois, j'ai fait une compétition à Sainte-Foy-les-Lyons le week-end dernier. Rien n'a fonctionné. Et du coup, à l'entraînement, on a remodifié tout ça pour le faire coller avec ma manière de développer le tennis de table. Je veux pas perdre mon ADN, je veux pas perdre mon identité de joueur, de guerrier, au profit de calculs, de pourcentages et de schémas de jeu fermés. Et ça rejoint mon état d'esprit de base. J'adore cette phrase des All Blacks qui dit être meilleur ne s'arrête jamais. En fait, c'est ce que je poursuis et que je mets en pratique dans ma carrière sportive et dans ma vie tous les jours. Si on prend un peu de recul sur tes 20 ans en équipe de France, t'as vu aussi beaucoup l'évolution du ping parce que quand t'es arrivé, en plus on en a parlé dans l'épisode, tu vois, il y avait pas de médaille, de double médaille de bronze, etc. T'as aussi changé de statut au fur et à mesure de ces 20 années. Quel regard t'as sur tout ça et sur justement les jeunes qui arrivent? Je sais que j'ai fait un épisode avec Flora Vautier qui est en équipe avec toi et qui est une jeune. On est sur un monde opposé entre toi, ce que tu as connu quand tu es arrivé dans le ping, et elle, ce qu'elle connaît maintenant. Totalement. Le mouvement paralympique s'est énormément professionnalisé depuis des années, mais je suis un petit peu la passerelle entre les anciens comme Guy et Christophe, les jeunes comme Flora. J'ai la mémoire des anciens, donc en fait, je sais d'où on vient. Je l'ai pas vécu parce que j'étais trop jeune pour pouvoir le vivre. J'ai bénéficié de tout le travail qu'ils ont fait d'éclaireurs. Ça nous a ouvert toute une dimension partenariale, de développement vraiment professionnel. Là, ma carrière sportive est une véritable carrière professionnelle. Maintenant, c'est rentré totalement dans les mœurs. Il y a beaucoup plus de médiatisation, il y a beaucoup plus d'intérêt du grand public, il y a plus de moyens financiers aussi à disposition des jeunes générations, des jeunes athlètes qui y arrivent, qui ont déjà des partenaires avant leur première performance. Moi, j'ai pas connu ça en fait. Je suis parti vraiment de zéro. Le mouvement sportif et le mouvement paralympique s'est énormément professionnalisé et tend à, je vais pas dire à devenir l'égal du mouvement olympique, parce que ça le sera jamais, même si le niveau de performance est extrêmement élevé. Il y a beaucoup de paramètres qui ont changé et qui changent, et ça s'accélère vraiment ces dernières années. Tu sens qu'il y a un boost Ouais, il y a un boost. Je pense que les Jeux paralympiques, déjà les JO et les Jeux paralympiques à Paris ont fait beaucoup de bien en France en termes de dynamique
et ont insufflé un vent de fraîcheur, de médiatisation, de connaissance, d'ouverture au grand public qui est hyper important à conserver, à protéger, à cultiver. Un peu ce on a vécu déjà 12 ans auparavant à Londres. Ouais, bah, en Eux, fait, c'est ce que j'allais te ils dire. sont en avance sur nous. On est toujours un Mm. petit peu en retard sur ces questions-là et sur la question de l'accessibilité en général, de la prise en considération du handicap dans notre société française. Voilà, on rattrape notre chemin. On a d'autres points forts, on a d'autres conceptions que d'autres nations, mais pour autant, ça continue à avancer. Pour moi, tu vois, il y a un truc qui aide, c'est une diffusion à des horaires qui nous correspondent parce que en fait les derniers JOP c'était pas sur nos horaires quoi, donc c'est aussi plus compliqué de suivre, de s'intéresser et de supporter quoi. Oui, et puis pour le coup, il y a le décalage horaire et puis c'était la période Covid aussi, Ouais. donc avec des salles sans spectateurs, C'est pas la même ambiance. c'est pas la même ambiance, ça donne pas la même envie de regarder. Ça, c'est vrai que l'année dernière c'était Ouais. une fête immense. Sur la suite là pour toi, donc tu parles de Los Angeles mais tu parles aussi de Brisbane. Pour toi, il y a plus de cycle de 4 ans, ça y est, c'est dans ta petite routine ou comment ça se Le passe? cycle, il est de 4 ans, coûte que coûte, sauf entre Tokyo et Paris où on a eu que Ouais. 3 ans. Mais non, je suis formaté comme ça. Mais c'est surtout que je me fixe plus de limites. Tant que je prendrai du plaisir, que je serai performant, que j'aurai la motivation, que j'aurai le plaisir de venir m'entraîner et de faire de la compétition, je continuerai ma carrière sportive. Après, ça veut pas dire que je vais pas me lancer dans d'autres activités. J'ai envie de développer aussi d'autres choses. J'ai envie de continuer à être présent pour ma famille, pour mes petits qui vont grandir et qui vont avancer dans leurs études et qui auront besoin de soutien. Ça, en fait, c'est un choix qu'on fait en famille. Donc voilà, je suis plus le seul décideur. C'est un choix qui est porté par ma petite tribu, donc ma femme, mes 2 enfants et moi. Tu disais que tu te mettais plus de limites sur les cycles, etc. Est-ce que c'est aussi plus de limites sur les choix de format que tu fais? Je m'explique. Toi, tu fais des épreuves en individuel et par équipe, mais il y a aussi le double mixte. Est-ce que c'est des portes qui peuvent s'ouvrir pour toi prochainement? Alors, c'est des portes qui sont totalement ouvertes depuis le début. En fait, maintenant, on n'a plus de compétition par équipe. On a une compétition en individuel, une compétition en double messieurs, double dames ou double mixte. Je me positionne sur toutes les compétitions que je peux être amené à disputer. Donc, non, il n'y a aucune fermeture sur aucun format. Et je prends énormément de plaisir en double, autant qu'en simple. C'est toujours tes mêmes partenaires sur le double? Alors en double, là, ça a changé en fait depuis quelques semaines. Je suis associé à un nouveau joueur et on a commencé à performer pas mal avec 2 médailles de bronze, une sur le WPTT Elite de Paris il y a quelques semaines et puis une autre médaille de bronze européenne en Suède dernièrement. Donc voilà, c'est le double qui part pour les prochaines années en espérant qu'on puisse se qualifier pour Los Angeles et aller chercher quelque chose ensemble là-bas. Et en mixte Et en mixte, pour l'instant, j'ai pas de partenaire Ouais, c'est ce qui me parce qu'en fait, semblait. il faut additionner les catégories de handicap Ouais. pour faire un certain chiffre. En l'occurrence, moi, je suis en classe 4. Il faudrait que je puisse jouer avec une classe 3 pour faire 7. Et pour l'instant, on n'a pas de joueuse. Donc voilà, c'est aussi, C'est pour ça que tu fais pas trop de mixte. c'est pour ça que je fais peu de double mixte. Parfois, sur le circuit international, je joue avec une étrangère. Mais moi, c'est pas amené à se développer. C'est plus pour le fun et pour m'amuser qu'autre chose. Si tu pouvais changer de vie avec un athlète, quel qu'il soit, quel que soit son sport, sa pratique, et même si t'as même le droit de remonter dans le temps si tu veux, pour une compétition précise, tu choisirais qui et pourquoi? Je choisirais Roger Federer. C'est pour ça que je t'ai donné la machine à remonter dans le Et, temps. ouais. Et je choisirais sa finale d'anthologie sur Nadal qui perd au bout du combat et pour juste être dans l'instant de bataille qui était incroyable et je pense que c'est un des plus grands moments de sport auquel j'ai pu assister. À quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour le faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Bah écoute, pourquoi pas Mélina Robert-Michon, ça pourrait être très intéressant
elle aussi dans la longévité d'une carrière exceptionnelle, athlète lyonnaise, d'entendre un petit peu tout ce qu'elle a pu traverser. Je pense que ça serait très inspirant. Avec tout l'aspect aussi maternité et Exactement, longévité, en fait. Donc, En fait, on se rejoint parce qu'on est à peu près dans la même tranche d'âge. On a des enfants du même âge. On a vécu un peu des choses similaires dans nos carrières. Avec elle, l'aspect maternité et moi, paternité. C'est vrai que ça impacte fortement notre quotidien. Mais ça nous empêche pas de continuer à être performants et à être des athlètes de très haut niveau. Eh ben, écoute, j'attends avec plaisir à ce micro. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton témoignage, et puis je te souhaite un beau cycle jusqu'à LA, et puis on se reverra sûrement d'ici là. Merci beaucoup Solène, et moi je te souhaite aussi plein de bonnes choses pour la poursuite de ce podcast et puis pour tout ce que tu développes à côté. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort, et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!